Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Salut Lee, comment vas-tu? Je vais de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et on continue, on finit notre soirée du vendredi soir du cours avancé, avant de commencer donc les 2 jours pleins qu'il avait proposé. Il nous restait très peu de choses par rapport à la démarche de cette soirée-là. Donc, que je retrouve. Leçon sur la souffrance et l'ignorance, ça on en a déjà parlé. Nous voyons que l'ignorance, ah oui, là c'était les citations importantes, je vous les dirai à la fin. Je crois qu'on était arrivé vers ici. Voilà. L'âge est un facteur, les enfants de 8-12 ans et les jeunes, et on vous avait dit, cette notion avec les personnes âgées et autres, elle est intéressante. Mais en tout cas, sur l'aspect, nous, qu'on connaît plutôt en hypnose, on s'est aperçu que ça n'était vraiment pas un problème. Les personnes âgées n'ont pas vraiment de gros soucis à rentrer en alpha et ou en trans. Donc, c'est quelque chose qui, nous, plutôt d'un point de vue empirique, on dirait que ce n'est pas tout à fait juste, même si c'est clairement, théoriquement parlant, sur les théories, c'est vraiment ce qui a été partagé par énormément de personnes. Alors, on continue. Oula. Allez, je suis là. L'imagination et la visualisation sont des indicateurs d'une production alpha élevée et sont des facultés associées au génie. Donc là, on retrouve le discours qu'on connaît bien dans la méthode, de bien développer notre imagination, de bien développer notre visualisation. Et vous commencez par le premier, visualisation puis imagination, et que pour José, c'est vraiment quelque chose qui est créateur de génie, de notre génie, de l'exploitation de nos potentiels, de nos compétences et de nos capacités. C'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout mettre de côté, c'est-à-dire que quand il y a des moments, vous n'avez peut-être pas de réponse à des choses, n'hésitez pas à rentrer dans le monde de l'imaginaire en alpha, et vous allez pouvoir ouvrir des champs de perspective, et je pense que c'est un peu pour ça qu'il donne cette idée-là. Tu l'associes à quoi, cette notion qu'il peut faire entre le génie et l'imagination, la visualisation? C'est parce que on est apte à visualiser, on est apte à créer des potentiels nouveaux, c'est ça, selon toi? En fait, il y a une autre citation qui faisait souvent, c'était que visualisation et imagination sont les 2 facteurs de génie. Donc, carrément. Oui, tout à fait, ouais. Et je crois que ce n'est pas simplement son opinion, parce qu'il a beaucoup étudié les autres génies, mais effectivement, si tu regardes des gens comme Einstein, comme Tesla, comme Edison, c'était tous des gens qui parlaient beaucoup des expériences qu'ils avaient faites dans leur imagination. Les expériences mentaux, en fait. Et vous trouvez ça à plusieurs reprises. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas parlé des gens qui n'avaient pas la capacité de visualiser avec des images visuelles, mais je crois que quelque part, José a toujours permis la visualisation à couvrir tous les sens quand même. Parce que je sais qu'il a parlé à des gens qui disaient « Ah, mais mes images visuelles sont très floues, etc. » Alors, pour lui, c'était donc tu renforces avec les autres sens, avec le sens de oui, les sens kinesthésiques, etc. Et en faisant ça, tu vas améliorer le sens visuel. Pour lui, il est convaincu que ça pourrait s'améliorer avec la pratique. Ouais. Voilà, tous les exercices de 303. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, je pense qu'à peu près tout le monde l'a déjà constaté. J'ai pas beaucoup d'imagination. Écris tous les jours et imagine tous les jours, tu vas constater qu'au bout d'un moment, ton imagination, elle va se développer. Alors, comme tu dis, ça se trouve, ils vont pas avoir une imagination visuelle, peut-être qu'ils vont avoir d'autres modèles, mais l'imagination, elle peut se développer. Et d'ailleurs, les personnes qui lisent beaucoup, les personnes qui aiment bien un type de médias, je pense aux bandes dessinées, etc., arrivent à développer des mondes incroyables parce qu'ils ont une culture autour de ça, ils ont commencé à créer plein de choses et eux-mêmes commencent à créer des propres mondes, etc. Alors, en fait, il y a un élément intéressant. Il parlait des génies en relation directe avec le niveau de fonctionnement mental, donc ce qu'on vient de dire, alpha et θ. Il disait que sur un échantillon de personnes, il estimait que 5% sont des génies dans presque tous les domaines où, et là c'est ce qu'il a dit lui, tout ce qui touche se transforme en or. Ces individus sont décrits comme très performants, d'excellents médiums.
Donc ça, c'est vraiment un des points qu'il met en avant. Il nomme ça Tremendous Psychic. Possédant des QI exceptionnels. Bon, ça, je ne sais pas si ça a été testé, le QI exceptionnel, mais en tout cas qu'il soit avec une grosse intuition, et on le voit, hein, comme tu as dit, tu as repris Einstein, il est parti sur une expérience de pensée qui est quoi? Qui est cette idée de se dire, je suis capable de créer, qu'est-ce que ça fait si je chevauchais la lumière? D'un point de vue purement imagination, c'est assez génial de pouvoir dire, tiens, je vivrais quoi? Et c'est quoi les hypothèses que je me traire de ça? Connexion entre niveau alpha et θ, être un génie est directement lié à la production alpha et au fait de fonctionner au niveau alpha. Ceux qui ont maintenu une production alpha et θ élevée tout au long de leur développement sont considérés comme des meilleurs sujets et sont plus susceptibles à réussir dans la vie, d'avoir des QI élevés, des bons médiums. Ça, c'est selon Joseph. Facultés et capacités de génie, l'imagination et la visualisation, ce qu'on vient de dire, sont des facultés clés qui se manifestent au niveau alpha et sont des facultés de génie. Améliorer ses capacités permet d'améliorer davantage aussi son niveau alpha. C'est un cercle vertueux. Hein. Les génies sont également caractérisés par une communication subjective accrue. Ça, je trouve que c'est intéressant. Because blablabla. So being a genius means alpha production. That our functioning at alpha that qualifies one to be a genius because of subjective communication, because of greater visualization, greater imagination, and so on. Les personnes dont le travail exige une grande concentration, comme les écrivains même de fiction, peuvent atteindre des niveaux où elles produisent beaucoup d'alpha. Et on revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, hein, c'est cet aspect créatif qui fait que... D'ailleurs, c'est assez amusant. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont la feuille blanche. Et une des méthodes pour ces personnes-là, c'est justement regarder la feuille blanche et commencer à la fixer, faire de la fixation et se laisser aller complètement, imaginer tout et n'importe quoi sur cette feuille. Même si, dans un premier temps, ça leur paraît complètement décousu et débile, ça permet en fait d'enclencher quelque chose. C'est comme, parfois pour des personnes qui ont du mal à écrire, on leur dit, mais commencez à écrire. N'importe quoi. Et écrire amène un état, et cet état-là, l'état de transe ou alpha, permet d'ouvrir et de créer des opportunités, de continuer et de ne plus avoir la fameuse feuille blanche. D'ailleurs, je vous rappelle que Lee, une fois qu'elle est à la retraite, va nous faire un livre numéro 2. Numéro 2, ouais. Oui, numéro 2. Numéro 2. Donc, elle va pouvoir... longtemps que je crois, je vais avoir numéro 3 et peut-être 4 après. Donc, exactement, va y avoir va pas y avoir de feuille blanche avec Lee, là, va y avoir des choses à dire. Accès à l'information au niveau alpha, il semble que tous les esprits humains soient connectés, formant un mental universel. Cela signifie que les informations imprimées sur les neurones, cellules cérébrales d'une personne sont potentiellement accessibles à d'autres. Voilà, bon là on est un peu moins sur le côté génie, mais ce côté-là, je trouve qu'il est intéressant à prendre en compte. Donc, pour faire simple aussi, et c'est aussi sympa en auto-suggestion, vous vous souvenez quand ils disent vous êtes des êtres humains supérieurs, hein. Souvenez-vous, c'est absolument pas une notion de jugement vis-à-vis des autres, c'est plus vous êtes des personnes qui prenez conscience des compétences et des capacités que vous avez et vous allez les utiliser parce que volontairement vous voulez atteindre un objectif. C'est pas dénigrer ou mépriser autrui, hein. Pas du tout, pas du tout. Et la notion aussi en autosuggestion de se dire dans votre self-talk, dans votre dialogue intérieur, je suis un génie. C'est sympa parce que la plupart du temps, on se dit ouais, mais non, je ne suis pas Einstein. Et clairement, moi, je ne suis pas Einstein, hein, c'est sûr. Par contre, se dire ouais, je suis un génie parce que, ou en tout cas, je suis un potentiel génie parce que j'ai un potentiel d'imagination et un potentiel de visualisation, c'est sympa, tu vois, ça ne coûte rien. On n'est pas en train vraiment de se mentir et on se dit juste qu'on est sur le chemin du génie, de mieux en mieux. Tu vois, de mieux en mieux dans le génie. C'est pour ça que j'adore les phrases de génie dans le texte, Sylvain, où on répète chaque exercice, justement, que la différence entre les génies et les gens ordinaires, c'est que les génies utilisent plus leur faculté mentale et d'une manière spéciale. Et puis la prochaine phrase, tu apprends
maintenant à utiliser mieux tes facultés mentales et d'une manière spéciale. Donc, tu apprends comment devenir un génie. Exactement. En fait, on est en cours de génialissime génie. C'est cool, on est en progression de génie. C'est sympa en fait comme quête. Tu vois, là, si on enlève le côté on devient des psychiques ou on a une meilleure intuition, c'est quoi la méthode Silva? La méthode Silva, c'est apprendre à devenir un meilleur génie. Tu vois. C'est pas mal. Ou à devenir un génie. Là, on enlève la génétique, on dit juste, voilà, on est génial parce que on va utiliser des compétences, des aptitudes, des possibilités. Alors, c'est un génie. Là encore, je pense comme l'intelligence, on pourrait se dire, c'est une forme de génie. Il y a des génies musicaux, des génies des peintres, il y a des génies de la langue, il y a des génies de plein de choses. Oui. Donc, mais c'est tous des facultés mentales quand même. C'est juste la direction dans laquelle on les développe. Exactement. Le type de travail qui demande de la concentration peut également indiquer une production alpha plus élevée, ce qu'on disait un petit peu précédemment. Alors, je vous rappelle, pour les plus hypnos, la focalisation interne nous amène de la concentration. Et c'est exactement la définition de l'hypnose, selective thinking. On va sélectionner une pensée et sur laquelle on va nous-mêmes commencer à être de plus en plus dedans. C'est là où parfois il y a le rapport dissociatif, et à trouver, à laisser revenir des idées, des sensations, des émotions, ou en version Silva, on va utiliser soit justement l'imagination, soit la visualisation qui va nous permettre d'évoluer, d'avancer, toujours en étant focalisé sur quelque chose. Un bon opérateur, celui qui aide le sujet, se caractérise par un bon caractère, une personnalité positive, une attitude sérieuse et professionnelle, et surtout un taux de succès élevé, donc quelqu'un qui accompagne vers le mieux et qui est exemplaire d'une certaine façon. Un bon opérateur évite les distractions qui pourraient faire remonter le sujet au niveau alpha, theta, du niveau alpha, theta, au niveau bêta. Ok. Là, on finit juste avec quelques citations. Donc, comparaison alpha-bêta. Quand ils obtiennent plus d'informations au niveau alpha, ils ne pourraient pas les obtenir au niveau bêta, évidemment. Donc, on revient sur ce qu'on vous avait dit précédemment. Importance de l'impression du réel. Plus l'impression est forte, plus vous voyez et plus vous la ressentez comme réelle. Désir comme mécanisme puissant. Le mécanisme du désir est très puissant en ce sens. Bon, bref, là, ça reprend globalement des éléments qu'il a dit verbalement. Les plus jeunes sont les meilleurs dans ce sens, etc. Les meilleurs sujets, etc. Donc là, on a fini la soirée du vendredi. Donc, on a fait le mercredi, le jeudi et le vendredi soir. Et maintenant, on va commencer, du coup, le suicide. Donc, que je fasse pas de bêtises. Samedi matin. Ouais, exactement. Samedi matin. Alors, attends, que je ne fasse pas de nana. C'est pas suicide. Ça doit être suicide. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit l'être. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, donc, là, en gros, sur cette partie-là, va y avoir des concepts de l'esprit, du cerveau, des états de conscience, on revient dessus, en cérébral, leur application, notamment en matière de guérison, de perception et d'influence à distance. Il y a aussi des points sur les inductions hypnotiques et la compréhension des dimensions de la matière et de l'énergie. Il explore différentes techniques d'induction hypnotique telles que la fixation oculaire, la confusion. Donc on revient, vous voyez à quel point 72, l'hypnose était prégnant. C'est-à-dire qu'il nous en a parlé mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour après ne plus jamais en parler. C'est quand même incroyable. Quand on y pense, c'est là où on se dit ah ouais, ça a influencé énormément la méthode. Et puis, une fois que la méthode était mûre, 10 de pire. Et tu vois, c'est là où je trouve ça tellement curieux. Comme tu me disais, là, le général, l'un des frères de Laura, qui disait en gros, il n'y a pas à aller voir la PNL, il n'y a pas à aller voir les autres méthodes, alors que le papa, il a fait que ça. Je trouve ça très étonnant que hormis Laura, est-ce que tu sais si les autres filles, hormis Laura, ont étudié un peu la PNL et autres, ou s'ils sont vraiment restés que sur Silva? C'était surtout Laura. Elle avait la passion d'apprendre et voulait voir comment
quels étaient les points de meeting, si vous voulez, entre des disciplines différentes. Elle aussi, elle a étudié hypnose, aussi bien que PNL et d'autres systèmes. Donc, mais bon, à l'époque, quand même, quand elle a commencé, la PNL n'existait pas. Il n'y avait pas de PNL quand José a commencé. Il n'y avait que l'hypnose et d'autres formes de développement personnel. Donc, si tu regardais sa bibliothèque, il avait lu quand même, c'était qui? Il y avait un chirurgien anesthésique qui avait écrit un livre qui s'appelait Psycho-Cybernetics. Oui. Et ça, c'était justement comment l'esprit peut influencer le corps, etc. Et par exemple, ça, c'était le type de livre que José a étudié. Mais PNL n'existait pas. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu la PNL, la partie méta est née de 71 à 79. Donc en gros, c'était 8 ans de vie autour de la PNL. Et la fin du groupe méta, c'est-à-dire Bendler, Gender, Diels, Delosier, toutes les stars de l'hypnose actuelle, encore actuelle, bizarrement, ils se sont séparés fin 79, début 80. Donc effectivement, la méthode, elle était déjà en place depuis 66, ce qui est vraiment amusant de constater que la PNL, au travers de ses propres recherches, ont des éléments qui ont croisé des éléments de la méthode Silva, qui pourtant, comme quoi il y a quand même des éléments assez universels dans les différentes disciplines. Justement, ce n'est pas coïncidence, c'est vraiment des choses universelles. La conscience, la visualisation, comment focaliser, les états de conscience modifiés, tout ça, c'est universel quand même. Exactement. Donc, on va voir aussi les ondes cérébrales, on va repasser dessus, le rôle de la programmation mentale pour la résolution des problèmes et sur une spéculation entre la connexion entre le corps humain, les dimensions de l'univers et le potentiel d'utilisation de l'énergie universelle. Vous voyez qu'on reste beaucoup dans le hypnose, puis il ouvre un peu à on a des états qui peuvent, et là on rentre dans une espèce de côté plus macro, plus spirituel, avec des connexions potentielles au tout. Là encore, plus dans cette conférence spécifique de 72, parce que les choses n'étaient pas aussi carrées qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de notions avec Dieu, avec le tout. Encore qu'il ne parle pas trop de Jésus, à l'inverse de ce qu'on a pu lire dans Prophétie, par exemple, ou dans d'autres bouquins qu'il a écrits, parce qu'il va parler d'une force universelle, il va avoir déjà la retenue en 72 de ne pas amener vers Jésus ou une chrétienté, comme quelqu'un aurait pu parler de Mohamed ou de Moïse ou qu'importe. Donc ça, je trouve que c'est déjà très, très, pour je vous rappelle, latino-américain, début du 20e, donc complètement de la culture purement mexicaine, la religion chrétienne était quelque chose d'hyper, hyper, hyper inculqué aux jeunes. Donc c'était hyper puissant. Tout en discutant de l'évolution des recherches dans ce domaine, notamment les découvertes soviétiques et japonaises. Donc, les états de conscience, que je te fasse préciser, les états de conscience et fréquences cérébrales. Donc, pensez bien, je ne sais pas si c'était volontaire à l'époque ou pas, vu qu'on voit quand même qu'il va dans tous les sens et autres, mais si vous observez entre mercredi, jeudi, vendredi et samedi, on revient sur les mêmes thèmes. Et il donne des nouvelles infos. Et c'est ce qu'en hypnose, on appelle, en PNL aussi, du seeding. D'accord ? Proposer une graine et faire pousser la graine. Seeding, seed étant graine. Pensez à une chose toute simple. La méthode, et ça, vous l'avez analysé avec Lee dans les premiers podcasts, et elle est. Alors, avec Lee, comme on vous a dit, on ne sait pas si c'était volontaire ou pas volontaire, mais en tout cas, nous, en le réétudiant a posteriori, il est hyper construit pour justement seeder, pour mettre des choses sur lesquelles on revient encore et on revient davantage. Et c'est comme si on approfondissait au fur et à mesure pour que on voit la structure. Il y a des choses que vous commencez à acquérir en alpha à un moment donné, puis à la fin de l'exercice, il va y avoir
des mots en plus qui complètent ce que vous venez déjà d'entendre 5 fois, 10 fois, etc. Et ça donne toute une structure où justement, pour faire valider et rentrer des choses, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme vous au quotidien, d'un point de vue purement conscient / bêta, c'est la répétition qui fait les choses. C'est parce qu'on répète que les choses s'intègrent. Et ce qui est cool, c'est que dans la méthode, la manière dont c'est fait, quand vous êtes dans un niveau réceptif, il y a une répétition, il y a ce fameux seeding, qui est là pour que ça s'intègre sans forcément. Alors bien sûr, on demande toujours qu'il y ait une attention des gens, mais dans l'absolu, ce qu'ils ont réussi à montrer en hypnose et puis tout simplement dans les systèmes pavloviens, hein, dans ce qui a pu succéder à Pavlov, etc., la répétition d'un mouvement, d'un geste ou autre, ou d'une pensée, amène automatiquement un cheminement comportemental / cognitif qui est préétabli, qu'on a réussi à automatiser à l'intérieur de nous. Donc, ça reste quelque chose d'intéressant et on voit que dans sa structure en 72, c'était quand même ce qui proposait pas mal ce cheminement-là. Alors, donc, on revient bêta, 14-21 cycles par seconde, représente l'état d'éveil normal et conscience critique. À ce niveau, les individus sont perçus comme séparés les uns des autres. Alors, là aussi, oui, on va y aller. Et citoyens de la planète, là, c'est vraiment des mots qu'il a dit. Hein. Si nous fonctionnons en bêta et seulement en bêta, et non centrés, alors nous fonctionnons uniquement au sein de la planète. Nous sommes juste des citoyens du monde. Donc, on voit que là, il commence à intégrer cette notion où il souhaite qu'il y ait une espèce d'unification et une volonté commune pour les générations qui suivent, pour permettre que la planète se développe mieux. Planète, on parle des humains sur la planète, hein, la planète n'a pas besoin de nous. Et on voit que, en gros, bêta, ça reste quelque chose d'assez individualiste et on est des humains. Et après, on passe sur un état de conscience et une espèce de volonté d'humain supérieur. Là encore, hein, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de notion de les autres sont pas bien, c'est juste chercher à habiter une conscience, une envie, une intention, une direction pour le mieux-être perso, bien sûr, les autres et global. Ça, c'est quand même un des éléments de la philosophie de José. Alpha, donc décrit comme un état de fréquence universelle, idéal pour la communication avec l'univers et projection mentale. Le centre idéal est estimé à 10 cycles par seconde approximative. À ce niveau, nous sommes tous connectés ensemble comme un seul. C'est le point de fonctionnement central idéal au sein du spectre pour ne plus être décentré. Et là, on revient sur cette notion de centrage et l'importance qui ramène à cette notion-là. En gros, on est tout hormis diversifié et diverti, on va dire, dans tous les sens. On est ramené vers nous, mais le nous devient l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a cette communication subjective. C'est parce que on arrive en alpha, dans cette idée qu'on est connectés les uns les autres, que on fait notre communication subjective. Vous pouvez toujours faire une communication subjective en bêta, mais est-ce qu'on aura les mêmes feedbacks? On peut toujours se dire, hein, je veux que quelque chose se passe, j'imagine les personnes, et est-ce que ça va se passer? Est-ce que tu t'es amusé à faire le test, toi qui as eu des beaux feedbacks avec la communication subjective, de le faire quand tu étais en bêta? C'est-à-dire, tu ne te mets pas du tout en transe, j'allais dire, mais tu ne te mets pas en alpha et tu fais de la communication subjective. Tu as déjà tenté ou pas? Alors, évidemment, comme tout le monde, je pense à d'autres personnes et je dis, j'aimerais que, mais je ne considère pas ça la communication subjective. Ouais. J'ai jamais vraiment testé, envoyer un message précis ou justement parler de quelqu'un des bénéfices. Surtout parce qu'en fait, ma première expérience personnelle de cela, c'était dans un cours Sylvain aux États-Unis. Et franchement, j'étais très sceptique.
mais je vais quand même essayer quand même. Et mon intention était de vraiment dire des choses à cette personne que je voulais lui dire, mais ce n'était pas tous gentils. Et effectivement, quand on fait la communication subjective, on se réveille quand les conditions sont optimales pour l'autre, mais aussi pour nous. Donc, moi, je me suis réveillée la nuit, j'étais déjà en alpha, et tout d'un coup, mon intention a totalement changé. Hein. Je ne voulais plus lui dire « Ah, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, c'est pas bon. » C'était complètement disparu. Et comme je décris en fait souvent dans le cours, la personne avec qui j'ai communiqué, le lendemain matin, a répété presque les mots identiques. Alors là, c'était ma première fois, j'ai dit bouche bée, je dis « Oh !» C'est certain qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Hein? Et j'ai continué à pratiquer. Mais non, je n'ai même pas fait l'effort de le faire en bêta. Bien sûr, bien sûr. Gaspiller le temps. mais c'est là où la communication subjective, tu vois, autant les cas, il y a des moments c'est compliqué parce que tu ne connais pas les personnes, tu ne sais pas si les retours, comment tu vas les avoir, etc. La communication subjective, c'est quand même bluffant par moment de se dire, coïncidence ou pas, c'est très bizarre. Tu as fait un travail pour. Ouais, en général, c'est arranger les situations, c'est pas pour s'énerver ou autre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que émotionnellement, quand on est en alpha, on est quand même un chouïa moins dans nos émotions négatives. On est assez neutre en fait. On n'est même pas forcément dans des émotions hyper positives. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, sans dire qu'il n'y a pas d'émotion, hein, il y a de l'émotion, mais on est moins accaparé peut-être par l'émotion, ce qui fait que, comme tu viens de le dire, ton intention de départ où tu as pu être blessé, énervé, agacé, etc., vu que tu restes dans cet état ajusté, centré, il n'y a pas d'excès et on peut peut-être plus facilement aller s'orienter et là encore, recadrer les choses de façon plus saine. Après, c'est hyper étonnant ce contact que l'autre peut avoir, ou en tout cas le feedback qu'on peut avoir le lendemain par rapport à ce qui a été proposé et partagé à ce moment-là. Au niveau de la notion du centrage, donc, je reviens un peu dessus parce que c'est un élément qui est assez important dans la méthode et il est venu pas mal de fois dessus. Donc le fait de se centrer fait référence à une capacité de fonctionner à une fréquence universelle spécifique. Et là, il revient beaucoup sur cette idée-là, universelle. Principalement la fréquence de 10 cycles par seconde. C'est ce qui est considéré comme le centre de l'onde cérébrale alpha et le point de fonctionnement central idéal au sein du spectre du cerveau. Donc, qu'est-ce que le centrage? Se centrer signifie que l'on fonctionne à travers des exercices d'entraînement mental à une fréquence naturelle de type universel. D'accord? Le cerveau décharge alors des fréquences rythmiques. Majoritairement, nous, on pourrait compléter aujourd'hui, c'est su en alpha, donc 10 cycles par seconde, qui est considéré comme le centre de l'alpha. Le concept de l'esprit est lié à une faculté qui peut être projetée vers la région centrale du cerveau et fonctionner à partir de là. Lorsque l'on se centre, on ajuste son périscope, l'esprit, pour opérer à partir de ce centre de cerveau. Donc, ça, c'est intéressant. Cette notion de centrer, tu l'avais eu beaucoup par rapport à la notion du cerveau ou pas? Tu as ta mémoire de ça? Oui, il a toujours parlé de se centrer, surtout aussi dans le cours graduate. Okay, cool. Oui. Et plus on était en bêta, plus on était éloigné du centre. Plus on était en alpha, plus on était centré, aligné avec nous-mêmes, aligné avec les autres, en général, quoi. Ok. En se centrant à cette fréquence universelle, on devient à nouveau une partie de l'univers et on peut communiquer avec lui, et non plus seulement au niveau planétaire. C'est amusant cette différence qu'il fait. Si l'on ne fonctionne qu'en bêta et sans être centré, on ne fonctionne qu'au niveau planétaire comme de simples citoyens de la planète. C'est ce qu'on a dit précédemment. Le fait d'opérer à ce point central est considéré comme le plus important car il permet de se projeter dans n'importe quelle direction, par exemple vers le θ, si nécessaire. C'est le point de fonctionnement central idéal. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est aussi le point central au niveau de bêta, on pourrait même dire gamma, bêta, alpha, θ, delta. Et là, on serait vraiment
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas gamma, mais là, on pourrait se dire, bah là, on est vraiment au centre du centre, quoi. Alpha et le juste milieu entre du delta, qui est très, très faible en termes de rythme, de fréquence du cerveau, et gamma, qui est un rythme très élevé. Et puisqu'il ne mesurait toujours pas octave, pour lui, le centre mesurable, c'était 10,5 cycles par seconde, parce que c'était la moitié des 21, et justement, entre ça et 0 ou un demi-cycle par seconde en delta. Ouais, logique, ouais, complètement. La fréquence de 10 cycles par seconde est soupçonnée d'être la fréquence de récupération la plus rapide de l'univers et peut être utilisée pour l'accélération des guérisons. Bon, alors ça, so we're looking for the resonance or resonance point. This is why we think when we talk about the 10 cycle frequency, the fastest recuperated frequency in the universe could be a natural frequency that we can make use of for acceleration and healing also. Why? So now the research webs. OK. Juste, je me rappelle très longtemps, on a parlé de 10 cycles par seconde étant en résonance avec ce qui se passe dans la stratosphère et autour de la planète. Pourtant, il y a, le nom va me revenir, mais toi tu vas voir, il y a une fréquence de la planète. 8 cycles par seconde, qui est aussi considéré être ça. Donc, je n'ai jamais pu vraiment comprendre de quoi on parlait là. Mais tu sais de quoi je parle là. Comment ça s'appelle? Ouais, je suis en train de regarder. Dans l'ionosphère, autour de la planète, c'est... Mais je ne sais plus à combien. Tu vois, aujourd'hui, la dernière fois, j'avais regardé. On estime que la fréquence de la planète se situe aujourd'hui à 432 Hz. La musique produite à cette fréquence s'harmonise plus facilement avec la Terre et son environnement, etc. Bon, c'est dans les trucs de yoga. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le truc. Pourquoi 432 432 résonne avec 8 Hz. Bon, ça m'a l'air encore un peu pas hyper clair, cette histoire. C'est autre chose encore. Ouais, c'est encore autre chose. Alors, on finit juste là-dessus. L'intelligence de l'esprit peut utiliser une synchronisation appropriée à ce point, ce qui peut libérer une quantité d'énergie énorme. Comment centrage est atteint principalement à l'entraînement mental et l'utilisation de l'intelligence. Lorsque l'on utilise des techniques comme le biofeedback, on peut se centrer autour de 8 cycles par seconde. Ok, bon, ça après, on connaît. Donc, là, on voit déjà que il nous ramène bien les bases de ce qu'on connaît déjà avec cet élément clé qui va être la compréhension du centrage et la différence entre en bêta, on interagit entre humains, en alpha, l'idée est quelque chose qu'il appelle universel de l'univers et on est sur quelque chose de plus abstrait que le côté bêta. On est à nouveau sur cette notion-là, hein, objective, subjective, corporelle, esprit, etc. etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette petite partie-là? Non, c'est bon. Yes. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1. Merci à toi, Ali. À tout de suite. Ciao. Tout de suite.